C'est une statuette que ma mère m'avait offerte quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Elle m'avait dit que c'était pour inaugurer mes premiers jours en tant que maman. Ça dit « Je serai toujours là pour toi » et en dessous elle a écrit « Pour mon petit ange, je t'aime, maman ». Ça signifiait que même si je devenais maman, je restais sa petite fille. Au sud de Fayetteville, en Caroline du Nord, se trouve la ville paisible de Hope Mills, où tous les habitants se connaissent. On s'y sentait en sécurité. C'était une petite ville. Mais suffisamment grande pour ne pas se sentir oppressée. En 1987, Edwardine Williams et son mari deviennent parents d'une petite fille appelée Tabitha. 2 ans plus tard, ils accueillent sa petite sœur, Anne. Ma mère était unique en son genre. Elle nous faisait toujours passer en premier. Elle aurait fait n'importe quoi pour nous. Elle nous a appris à être indépendants, à travailler dur pour obtenir ce qu'on voulait et à ne jamais compter sur les autres pour y arriver. Son rire était extrêmement contagieux. Elle riait à gorge déployée. Edwardine est proche de son frère. Il l'aide régulièrement à s'occuper des enfants. Mon oncle Bob était quelqu'un de bien. Lui et ma mère étaient complètement différents. Bob était doux et réservé et ma mère était une vraie boute en train. Terry était mon demi-frère. Il était intelligent et fort. C'est ce qui me plaisait le plus chez lui. Terry est issu du premier mariage bref et tumultueux d'Edwardine. Après la séparation, le père de Terry ne fait plus partie de leur vie. Terry adore le rôle qu'il endosse auprès de ses 2 petites sœurs. Un jour, à l'école, j'ai dû faire un exposé sur une personne que j'admirais. C'est lui que j'avais choisi. Ma mère était fière de nous tous, mais peut-être un peu plus de Terry. Tout ce qu'il faisait l'émerveillait. Malheureusement, la relation d'Edwardine avec le père de ses filles ne dure pas non plus. Après leur divorce, elle se promet de ne plus jamais tomber amoureuse, jusqu'à ce qu'elle rencontre Michael Williams. Ma mère et Mike se sont rencontrés grâce à mon oncle Bob. Ils avaient fait l'armée ensemble. Mike avait été ranger pendant 20 ans. Edwardine et Michael se marient le 6 août 1999. Michael Williams était gentil. Il était très patient. Il est sans doute la meilleure chose qui nous soit arrivée. Quand ils se sont mariés, j'étais en pleine crise d'adolescence. Je n'arrêtais pas de lui dire qu'il n'était pas mon père, mais il a su m'apprivoiser. Si ma mère n'était pas disponible, il la remplaçait. Il était très présent pour nous. Il nous emmenait faire tout ce qu'on voulait. Il ne nous mettait pas de barrière. Ma mère n'avait jamais rien connu de tel. Elle se sentait protégée. Comme il subvenait aux besoins de notre famille, elle n'avait pas besoin de cumuler 3 emplois pour nous nourrir. Il prenait soin de ma mère. Elle avait tout le temps le sourire. C'était celui qu'il lui fallait. Il la couvrait de compliments et il lui redonnait confiance en elle. C'était la première fois qu'il se mariait. Il a eu du courage d'épouser une femme avec 3 enfants. Les années suivantes, Anne et Tabitha obtiennent leur baccalauréat. Terry s'engage dans la marine. Voici une photo de Terry dans son uniforme de marin. Quand je regarde cette photo, ça fait remonter des souvenirs. Il a toujours eu le plus joli des sourires.
Toute la famille était enthousiaste à l'idée qu'il rejoigne l'armée. Il avait pris sa vie en main. Mais en mars 2010, Edwardine apprend une nouvelle bouleversante. Son mari est atteint d'un cancer en phase terminale. La maladie de Mike nous a tous affectés. C'était la première fois que je devais dire adieu à un proche. Il était costaud. C'était un grand gaillard. On n'aurait jamais imaginé que quoi que ce soit puisse le rendre vulnérable. Ça a été vraiment dur pour ma mère. Elle avait enfin rencontré un homme qui la respectait et elle l'a perdu. Ça a été une terrible épreuve. Le premier anniversaire du décès de Mike approche et Edwardine est submergée par les émotions. Elle se sentait seule et déprimée. Ça s'entendait à sa voix. Son moral était au plus bas. Hello? It's me. Just checking in. You okay, Mom? It'll be good to see you. J'avais l'impression qu'elle cherchait quelqu'un à qui parler pour combler le vide qui s'était creusé en elle. Par chance, Terry, le fils d'Edwardine, lui propose d'emménager avec elle pour lui tenir compagnie. This is great, Ma. You remember when you used to make this when we were little? Yeah. Ça m'a un peu réconfortée. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Mais le soulagement est de courte durée pour les enfants d'Edwardine. C'était la semaine après Thanksgiving. Mon oncle Bob m'a appelé. Il m'a demandé si j'avais des nouvelles de ma mère. Elle répondait pas à ses appels. Je me suis imaginé le pire. J'étais morte d'inquiétude. Je pensais qu'elle avait pu se laisser abattre par la dépression et décider de prendre le large. C'était bizarre. Une semaine plus tard, la voiture d'Edwardine est retrouvée à 5 km de chez elle. That car belongs to a Miss Edwardine Williams. Mais elle reste introuvable. Patrice Bogerty est envoyé sur les lieux. Sa voiture était juste ici, de ce côté de la route, et elle était garée dans cette direction. La voiture était ouverte. Il y avait un portable sur le tableau de bord. Un SMS disait « Si tu reçois ce message, appelle-nous, on est inquiet ». Ça venait de Robert Creel, le frère d'Edwardine Williams. À une trentaine de mètres du véhicule, les policiers trouvent le sac à main d'Edwardine, accroché à un tronc d'arbre. À l'intérieur, son permis de conduire, des chéquiers et plus de 3 000 $ en liquide. Bien qu'il ne semble pas qu'Edwardine ait été volée, la police note qu'un élément crucial manque à ses effets personnels. Celui qui a conduit la voiture a emporté les clés.
Le message de Robert Creel indique qu'il sait que quelque chose ne tourne pas rond. On lui demande de faire le déplacement sur le champ. Lorsque mon oncle m'a appelé pour me demander des nouvelles de ma mère, il a dit qu'il allait lancer un avis de recherche. Mais aucune procédure n'est amorcée. Elle avait disparu depuis plus d'une semaine. C'est nous qui avons déclaré sa disparition. J'ai trouvé ça étrange qu'il ne contacte pas les autorités. C'est un comportement qui éveille les soupçons. Une semaine après sa disparition, la voiture abandonnée d'Edwardine Williams est retrouvée à 5 km de la maison qu'elle partage avec son fils Terry. Une enquête est ouverte. Terry est convoquée au poste afin de définir où se rendait Edwardine lorsqu'elle s'est mystérieusement volatilisée. The night she left, she didn't say she was going like that. You know. What did she say? She said she was going out. That's what she said. She was going out, and maybe be gone for a day or a couple of days or something like that. Hey, I'm gonna be gone for a couple of days. When you get back, I'm gonna need help filing my tax return. Sure. Where you going? I just gotta get out of town for a few days. Terry déclare qu'il ne s'est pas inquiété tout de suite parce que sa mère disparaissait souvent pendant plusieurs jours. So she didn't tell you where she was going? No, that's how Mama is. Lorsque Bogerty interroge Robert, le frère d'Edwardine, ce dernier donne une explication glaçante de ce qui a pu arriver à sa sœur. Il a dit, son mari est décédé. Et elle est dépressive. L'anniversaire de sa mort approche. Il est possible qu'elle ait tenté de se donner la mort. Craignant qu'Edwardine ne soit en danger, les autorités s'entretiennent avec ses filles afin d'en apprendre davantage sur son état d'esprit. Anne fait le déplacement depuis le Tennessee dans l'espoir de faire avancer l'enquête. Hi. Detective Burgundy. How you doing? Good. Tell me a little bit about your mom. She's fun, energetic. Ils voulaient que je leur donne toutes les informations qui auraient pu les aider. Ils pensaient qu'aveuglée par la tristesse, elle avait pu prendre la fuite ou faire une bêtise. You said she was depressed about your dad dying. How long has she been depressed about that? Did she talk about it at all? She would just call people crying and stuff. Like I've gotten tons of emails about people saying she would call them about 2, 3 in the morning, crying and stuff. Mais pour Tabata, qui habite la région et voit régulièrement sa mère, l'hypothèse du suicide ne tient pas debout. Surtout à quelques jours de la cérémonie de remise des diplômes de sa fille. I'm trying to put all the pieces together, and my mom wouldn't have just taken off. She would have told me, hey, even if it was for her to get away, hey, I need some time, she would have called me. And my graduation, she wouldn't have missed my graduation. La police questionne Tabata à propos d'une autre théorie troublante. Is your uncle a drinker? Son oncle Bob en sait peut-être plus que ce qu'il veut bien laisser croire. I pray he has nothing to do with it. Robert, le frère d'Edwardine, attise la curiosité des enquêteurs. Il lui parlait tous les jours et après une semaine de silence radio, il n'a pas déclaré sa disparition aux autorités. Le premier jour où elle ne répondait pas au téléphone, il aurait dû nous appeler. Alors que les enquêteurs mettent les bouchées doubles, la famille d'Edwardine élargit le cercle des recherches. On cherchait désespérément de l'aide. Quand les médias nous ont proposé de relayer l'information, on a saisi notre chance. Si la nouvelle se répandait, peut-être que plus de gens nous soutiendraient. Anne et Tabata apparaissent au journal télévisé local dans le but d'accélérer les recherches.
You don't think good thoughts when you hear your mom is missing. Je gardais en moi l'espoir de la voir revenir pour ma cérémonie de remise des diplômes. Williams is about 5'7" with long brown hair. She has hazel eyes and wears glasses. If you have any information about this case, you are asked to call the Cumberland County Sheriff's Office. J'ai vraiment cru qu'elle viendrait. Puis, après 2 semaines de recherche, la chance sourit aux policiers. Ils reçoivent un appel leur signalant une déchetterie sauvage en périphérie de la ville. D'après les photos diffusées par les autorités et par les médias, les officiers de police identifient le corps. Il s'agit de celui d'Edward Dean Williams. L'affaire est confiée au sergent John T. Brown. Edward Dean Williams a été retrouvé à environ 1 kilomètre de chez elle. Elle était habillée, face contre terre, les bras en croix. Il lui manquait une chaussure et ses genoux étaient recouverts de terre. Tout portait à croire qu'on l'avait traîné jusque-là. Hello, am I speaking to Tabitha Jones? Miss Jones, I'm afraid I have some bad news. Je me répétais, pitié, faites que ce ne soit pas elle. On a retrouvé son corps jeté aux ordures. Elle méritait pas ça. Ça m'a rendu malade d'entendre ça. Je n'arrivais plus à respirer. Mon pire cauchemar était en train de se réaliser. Je voulais savoir ce qui s'était passé. La recherche de personnes disparues devient une chasse aux meurtriers. Le lieutenant de la brigade criminelle John T. Brown lance l'enquête sans plus tarder. Il commence par interroger des suspects potentiels, dont fait partie le frère d'Edward Dean, Robert. Au cours de l'enquête, on a prélevé un échantillon de l'ADN de Robert Krill. Rien ne laissait penser que Robert Krill ait été impliqué dans la disparition et la mort de sa sœur. Mais Robert apporte une information clé. La dernière fois qu'il l'avait vue, c'était le 27 novembre. Il l'avait aidé pour un vide-grenier. Les 3 000 $ que la police trouve dans son sac à main sont les bénéfices du vide-grenier. Le lieutenant Brown cherche des indices dans les interrogatoires menés avant la découverte du corps d'Edward Dean. Do you know what your mom's keys look like for her car? For her newest one? Mm-hmm. Like, did she have a lot of keychains or one keychain, anything? What was on her keychain? I don't remember that. Is it something Betty Boop, maybe? Like a Betty Boop keychain? Au début de l'enquête, on n'avait pas trouvé les clés d'Edward Dean dans l'Isuzu Rodeo et sa fille Tabitha a déclaré qu'elle avait un porte-clés Betty Boop. Elle nous a aussi fourni une vidéo. Mommy, you're gonna be a grandma. I know. Grandmama. Sur la vidéo de leur voyage à la montagne pour son 50e anniversaire, on apercevait le porte-clés.
Les policiers sont convaincus qu'en retrouvant le porte-clés, ils retrouveront le meurtrier. Pendant ce temps, le lieutenant Brown relit l'interrogatoire de Terry dans le but de reconstituer les derniers jours de la vie d'Edward Dean. We had 2 weeks, 3 weeks before our birthdays or whatnot, and we spent our birthdays, and she went on a miniature vacation. Terry affirme qu'aux alentours d'1h du matin, le dimanche 27 novembre, une semaine avant la découverte de la voiture d'Edward Dean, il surprend une conversation téléphonique. When can I come out there and see you? You mentioned something about a boyfriend. Yeah, I assume, because... You never met him? No, I never met him. You get what I'm saying? But I know because you can feel those things. You can feel those vibes. Hey, what are you doing listening in on my phone? No, I said something to her. She was like, that's my business. Instead of sticking your nose in mine. And then she'll blow up on you. Si l'on se fie aux déclarations de Terry, Edward Dean semblait entretenir une nouvelle relation amoureuse qu'elle souhaitait garder secrète. C'est là qu'on a commencé à se pencher sur le passé de la victime. Avait-elle d'anciens amants, des ex-compagnons bafoués? On a basé l'enquête sur l'étude de ses proches. Le lieutenant Brown en apprend davantage sur Edward Dean Williams. Il découvre qu'elle avait une étonnante passion qui pourrait le mener à un nouveau suspect. Ma mère était une femme forte. Elle supportait pas qu'on lui dise qu'elle était incapable de faire quelque chose. Elle s'est prise d'intérêt pour le monde des chauffeurs routiers. Mike la soutenait parce que tout ce qu'il voulait, c'était que ma mère soit heureuse. Elle adorait conduire des poids lourds. Elle emmenait son chien sur la route et elle filait vers les grands espaces. Les enquêteurs découvrent que quelques années plus tôt, Edward Dean a rencontré un chauffeur routier du nom de Wayne Black lors d'un voyage. Bien qu'étant marié à Michael à l'époque, les deux passionnés se rapprochent. Wayne Black est un routier que ma mère a rencontré sur la route à une période compliquée de sa vie. Il lui a tendu la main et ils sont devenus amis. Je n'accrochais pas trop avec Wayne. Je ne comprenais pas sa relation avec ma mère. Je trouvais ça un peu bizarre qu'elle se fasse des amis à l'extérieur pendant que mon beau-père travaillait dur et s'occupait de ma sœur et moi. Malgré des rapports peu chaleureux entre les deux sœurs et Wayne, elle l'appelle à la rescousse lorsque leur mère disparaît. Je lui ai demandé s'il avait des nouvelles et il a répondu que non. Il n'a jamais proposé son aide pour les recherches. J'ai trouvé ça louche parce qu'il était censé être son meilleur ami. Ou y avait-il plus entre eux? J'ai dû considérer la possibilité que Wayne Black et Madame Williams avaient eu une liaison. Je voulais lui parler afin de définir s'il pouvait être suspecté. Alors que la police traque Wayne, elle reçoit les résultats de l'autopsie d'Edward Dean. L'autopsie a révélé que son os hyoïde avait été fracturé et que le cartilage thyroïde avait été arraché. Rien n'indiquait une agression sexuelle. Elle avait été étranglée et il s'agissait d'un homicide. La strangulation est une agression très personnelle. Ce qui fait de Wayne Black un suspect potentiel. Les enquêteurs le localisent rapidement et le convoquent pour l'interroger. À leur grande surprise, ils les informent qu'il était avec Edward Dean la nuit précédant sa disparition. Wayne avait acheté des tickets pour un concert de Lady Antebellum à Florence, en Caroline du Sud, pour lui et Edward Dean Williams.
À la fin du concert, Madame Williams a appelé Wayne Black. Thank you so much for taking me out. I needed that. Vers 1h du matin, elle lui a dit qu'elle était bien rentrée, qu'elle était au lit avec ses chiens et qu'elle n'allait pas tarder à s'endormir. Wayne déclare au lieutenant Brown qu'après le concert, il a repris la direction du Tennessee afin de rejoindre son travail. Il n'est pas rentré en Caroline du Nord depuis la disparition d'Edward Dean. That is a log of all my journeys and where I was the night she died. Monsieur Black nous a fourni des coordonnées GPS et un carnet de bord pour attester de son itinéraire après le concert. Wayne Black ne se trouvait pas en Caroline du Nord lorsque Madame Williams a été portée disparue. Pour la première fois depuis la mort d'Edward Dean, Wayne s'exprime sur la perte tragique de son ami. Tout le monde est suspecté, en particulier celui avec qui elle a passé sa dernière soirée. Je n'avais rien à cacher, j'étais prêt à collaborer avec les policiers. J'ai répondu volontiers à leurs questions. L'enquête n'a jamais soulevé aucun élément prouvant qu'Edward Dean et Wayne ont eu une liaison. Je voulais absolument qu'il sache, même si ça ne faisait qu'aggraver mon cas, que je l'aimais de tout mon cœur. Mais j'étais son ami. Il n'y a jamais rien eu de plus. Wayne désigne une nouvelle cible pour les enquêteurs. Le père de Anne et Tabitha. Son deuxième mariage ne lui a laissé que de mauvais souvenirs. Ce qu'elle me racontait sur elle et Terry me mettait hors de moi. Son mari était très autoritaire. Elle devait lui obéir au doigt et à l'œil. Will you quit playing old camera? I don't want your no-good kid living in my house disrespecting my things. You won't control your damn kid, I will. C'est la première fois que la police entend parler du deuxième mariage explosif d'Edward Dean. Le lieutenant Brown questionne Tabitha à propos de la vie de famille avec son père biologique. Ma mère avait la fâcheuse tendance de s'engager dans des relations toxiques. Les disputes étaient fréquentes. Ce n'était pas un environnement idéal pour de jeunes enfants. Notre père biologique avait une dent contre Terry. Leurs rapports sont devenus tendus. Il faisait toujours des bêtises et mon père le punissait. Quit playing around with my things. I am the man around this house. He needs to know that. Je pense qu'elle s'est retrouvée prise entre deux feux. Elle essayait de se rattraper auprès de Terry en le couvrant d'attention. Mais elle se sentait coupable. Suite à ces altercations, Terry pousse sa mère à partir. Mais à chacune de ses tentatives, son mari la supplie de rester. Ma mère était persuadée qu'elle pouvait le faire changer, le rendre meilleur. Le couple finit par divorcer lorsque les filles sont encore jeunes.
Mais même après avoir emménagé dans une ville différente et épousé un autre homme, Edwardine confie à Wayne qu'elle est toujours rongée par la culpabilité. Elle a réussi à s'en sortir, mais elle ne pouvait pas effacer le passé. Le lieutenant Brown se demande si l'ex-mari d'Edwardine a pu refaire irruption dans sa vie avec de sombres intentions. Il était un suspect jusqu'à ce qu'on puisse l'innocenter. Mais lorsque la police se penche sur son alibi, l'ex-mari d'Edwardine est lavé de tout soupçon. Mon père travaillait constamment. Tout le monde savait où il était en permanence. Il a été innocenté. Au cours des semaines suivantes, le lieutenant Brown continue à travailler sur l'affaire. Mais après presque un mois, aucun suspect n'a été arrêté. On commençait à s'impatienter. On se demandait ce qui prenait autant de temps. J'étais terrifiée, en colère et frustrée. Je ne comprenais pas comment c'était possible. Pourquoi personne ne prenait les choses en main? On n'avait aucune réponse. Début 2012, la police s'attaque à une nouvelle piste. Edwardine avait repris ses études dans une université avant sa disparition. Après avoir entendu la nouvelle aux informations, son tuteur dévoile une conversation déroutante qu'il a eue avec elle peu de temps avant sa disparition. Edwardine Williams a exprimé une réserve à propos du retour de Terry. Elle lui avait parlé de son emménagement chez elle. Curieux de savoir pourquoi Edwardine appréhendait le retour de son fils, les policiers souhaitent parler aux proches du jeune homme. Ils s'adressent donc à son ex-femme, Tara Kennedy. Il a eu un enfant avec Tara et ils se sont mariés. Mais leur relation était plutôt houleuse. Pour la première fois, Tara dévoile les horreurs qu'elle a vécues aux côtés de Terry. Quand j'ai rencontré Terry Ellison, il avait l'air très doux et gentil. Je pense qu'il s'était créé un personnage pour me séduire. Je suis tombée amoureuse de lui et c'est là que son côté obscur a pris le dessus. Il devenait de plus en plus possessif. Il ne voulait pas que je parle à d'autres hommes. Un jour, il s'est énervé et il m'a frappée. Je voulais le quitter et il m'a dit qu'il me tuerait si je partais. Ensuite, il s'est mis à m'étrangler. On a parlé à son ex-femme, Tara Kennedy, qui a mentionné de nombreuses strangulations. Terry avait beaucoup de colère en lui à cause de ce qu'il avait vécu avec sa mère et son beau-père. Terry avait l'impression que sa mère ne l'aimait pas. La police retourne chez les Williams pour inspecter la maison. Quand les enquêteurs sont arrivés sur place, il était en train de brûler les affaires d'Edwardine dans le jardin. Come to search your house, sir. Can we go on ahead? Sure thing. C'est ici que vivait Madame Edwardine Williams. On voit encore les traces du feu. Il s'est débarrassé de nombreux documents importants appartenant à sa mère. Certains concernaient Mike Williams, l'amour de sa vie. Elle ne les aurait jamais jetés. Voir tous ces papiers détruits nous a vraiment mis la puce à l'oreille. Je crois que Terry n'aimait pas Mike Williams.
Donc il s'est débarrassé de beaucoup de ses affaires. Bien que le comportement de Terry soit suspect, aucune preuve concrète ne le lie au meurtre brutal de sa mère. Jusqu'à ce que les enquêteurs fassent une découverte déconcertante. C'était le porte-clés Betty Boop attaché aux clés de voiture d'Edwardine Williams. Il n'y avait qu'une explication à la présence du porte-clés dans la maison. La dernière personne qu'il avait vue vivante avait rapporté les clés chez lui. Terry Ellison est amené en détention, mais il refuse de coopérer avec les enquêteurs. Bien que les accusations se tournent vers lui, Terry garde le silence. La police établit donc une chronologie probable des événements de la dernière soirée d'Edwardine. Hey, I'm just heading out. Where are you going? Just heading to the store. Gonna go see one of your boyfriends? Come on, Terry. Stop it, Terry. Je pense que c'était un mélange d'alcool et de rage accumulée. Une colère qu'il gardait en lui depuis des années. Ce soir-là, il l'a laissé sortir. Il a disjoncté. Dans le feu de l'action, il a repris ses habitudes de strangulation et il a tué sa mère. Il a placé son corps dans la voiture et il a conduit sur 1 kilomètre jusqu'à la décharge sauvage. Il l'a traîné dans les bois et il l'a laissé là. Il a repris le volant pour brouiller les pistes et il est allé la garer à 5 km de chez eux. C'était une mise en scène pour mettre le doute aux enquêteurs et les diriger vers une fausse piste. Ensuite, il est rentré et il s'est dissocié de lui-même jusqu'à ce que quelqu'un frappe à la porte. Toutes les preuves, tous les éléments qu'on avait menaient à une seule personne, Terry Ellison. Le 2 mars 2012, le fils d'Edwardine est inculpé pour meurtre sans préméditation. Quand l'accusation est tombée, il a dit « sans préméditation ». Tout ce qui l'importait, c'était qu'il n'y ait pas de préméditation. Pour les sœurs de Terry, la nouvelle est accablante. J'étais dans le déni. Je voulais pas y croire. C'était mon frère. Quand j'ai appris que c'était lui qui avait assassiné ma mère, je l'ai haï. L'affaire est passée devant le grand jury qui l'a accusé de meurtre avec préméditation. C'était donc bien plus lourd. Mais à la surprise de sa famille, Terry plaide non coupable. Je pouvais pas le regarder en face. Je regardais que son dos. C'était trop dur. Au cours du procès, Terry clame son innocence et répète que c'est un des amants de sa mère qui a dû la tuer. Edwardine Williams n'était pas une femme frivole. Elle n'avait même pas de petite amie.
And now, 4 years after his mother's murder, that woman's son is found guilty of killing her. Ellison is seen here in this 2012 court appearance, but this week he was convicted of killing his 50-year-old mother, Edwardine Williams. Ellison continues to deny killing his mother, but prosecutors say resentment was motive for murder. Le 23 novembre 2015, le jour de ce qui aurait dû être le 54e anniversaire de sa mère, Terry est déclaré coupable de son meurtre. Il a eu ce qu'il méritait et il est là où il devrait être pour le restant de ses jours. J'étais soulagée après la sentence, mais ce n'était pas suffisant. On ne la reverra plus jamais. Il nous l'a arrachée. Sa vie n'était pas terminée. Il lui restait tellement de choses à faire. Il l'a privée d'un avenir. Ce n'est pas uniquement sa vie qu'il a volée, mais une partie de nos vies à tous. Quand je regardais cette photo, je me disais quel joli sourire, un bel avenir l'attend. Il n'a pas l'air mauvais, mais il l'est.